Eh bien non, vous ne rêvez pas. Il existe encore des historiens qui ne travaillent pas sur la guerre 14-18. Bon, d'accord, je taquine un petit peu mes collègues de la période contemporaine, j'en vois une qui s'agite là-bas, mais il faut quand même leur reconnaître un mérite, c'est d'avoir démontré à quel point un conflit à large échelle pouvait changer les mentalités. Alors c'est vrai, l'Europe n'a plus connu de guerre depuis 70 ans et nous vivons dans une société largement démilitarisée. Ces questions peuvent nous passer au-dessus de la tête, mais cette société est-elle réellement si démilitarisée que ça? L'actualité récente a démontré que des questions telles que celle de la présence des soldats dans les rues continuent à être sujettes à débat. Et puis, que dire également de l'usage de nouvelles technologies sur les théâtres d'opération? Est-il éthique de commander la mort de quelqu'un depuis un simple écran d'ordinateur? Ne devrions-nous pas réenvisager nos façons de nous battre et de concevoir le droit de la guerre? Mais il se fait que ce n'est pas la première fois qu'on se pose ce genre de questions. Déjà, à la fin du Moyen-Âge, on commence à se battre autrement. À ce moment-là, l'échelle des conflits s'étend. Les armées deviennent de plus en plus grandes et on introduit également de nouvelles technologies. Non pas le nouvel iPhone 5 malheureusement, mais des choses telles que l'artillerie ou les armes à feu. C'est vrai, vous me direz, on est encore très loin des drones télécommandés, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et c'est déjà un bon début. Les historiens considèrent généralement que c'est entre le XVe et le XVIe siècle, soit si vous voulez, entre Jeanne d'Arc et Charles Quint, que ces changements s'opèrent. À ce moment-là, les armées se professionnalisent, les soldats se dotent d'un véritable esprit de corps et une discipline qui leur est propre. Comment expliquer ces changements? Eh bien, c'est ici que ma recherche intervient. Dans ma thèse, j'étudie les pardons judiciaires qui ont été octroyés aux soldats par les rois et par les princes. Alors, si vous voulez, un pardon judiciaire, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une amnistie ou alors une grâce royale ou, si on est né en France, une grâce présidentielle. Et j'observe ainsi les interactions entre la justice et l'armée. Qu'est-ce qui se passait quand un soldat allait à la guerre et plutôt qu'aller guerroyer sur le champ de bataille, il allait piller un village voisin? Bénéficiait-il de l'indulgence du prince ou est-ce qu'il obtenait un pardon ou au contraire était-il sévèrement réprimé par la justice? Mon objectif, au final, dans ma recherche, est de démontrer que, à la fin du Moyen-Âge, aux alentours du XVe siècle, l'État, pour faire face à ces grands défauts qui s'opposent à lui, essentiellement des conflits de plus en plus grands, eh bien, cet État militarise de plus en plus ses institutions. Il les professionnalise de plus en plus. Car, comme l'a démontré ce grand philosophe postmoderne qu'est Rimbaud, pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre. Merci.